Bonsoir à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de cette nouvelle production de votre émission Entre copines sur STV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui reste un gros tabou dans notre société. Nous allons parler des violences conjugales. Elles vivent l'enfer sous leur propre toit, à l'abri des regards. Cet enfer va même jusqu'à leur intimité. Comment les gens qui sont supposés s'être choisis, s'être aimés, peuvent en arriver là? Comment vivent-ils dans cet environnement? Quelles sont les conséquences que peuvent avoir les violences conjugales sur les partenaires eux-mêmes et sur les enfants? C'est à ces questions et bien d'autres que nous essayerons de répondre tout au long de cette émission. Merci de rester avec nous. Entre copines, l'émission qui parle des femmes, au sujet des femmes et avec les femmes, qui est diffusée tous les samedis quand il est 15h30 et dimanche quand il est 20h30. Violence conjugale, ici on en parlait, c'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, nous avons de grandes dames sur le plateau. À ma gauche, nous avons Dovi Kendo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est une comédienne. Elle a fait les beaux jours de la comédie et du cinéma camerounais. Comment ça va? Dieu veille, merci. Ça fait un moment qu'on ne vous a pas vu. En tout cas, c'est moi, je parle pour moi. Ben oui, c'est vrai, mais c'est pas toujours à la télévision qu'on travaille. En tant qu'on est artiste, c'est pas toujours à la télévision. C'est pas tout quand tu fais des films qu'on te voit. Il y a des œuvres il y a des choses que nous travaillons hors de la télévision. Oui. Je ne peux pas quitter le milieu artistique, puisque c'est mon métier. Je n'ai pas deux métiers. Oui. Donc je continue de bosser. J'ai lu que vous êtes conteuse aussi. C'est quoi conteuse? Conteuse, c'est l'art de l'oralité. Donc tu comptes les histoires. Nous tous, nous avons eu des grands, on a eu des grands, nous qui avons eu la chance de grandir auprès de nos grands-parents, on a été bercés par ça. Chaque soir, quand il y a rendu chant, donc elle peut vous tenir le temps de faire la cuisine à côté d'elle. Elle vous raconte des histoires. Et il y a même des histoires qu'elle n'a jamais finies jusqu'à ce que nous sommes partis. Donc, au fur et à mesure, elle rentre en vie. Donc, on commençait d'abord par les devinettes. On lançait les devinettes. Après, maintenant, elle commence l'histoire. Oui. Elle raconte. Quand la nourriture est prête, vous mangez, vous appelez, vous partez dormir. Le lendemain, chacun court pour ne pas rater l'histoire. Oui. Vous êtes obligé d'être à côté d'elle. Et c'est l'enseignement. En même temps, vous l'aidez, les femmes l'aident à faire la cuisine, les garçons sont là. Donc, on était vraiment entourés. L'éducation était magnifique à notre époque. Quoi. Je peux pas, les enfants, je plains les enfants. Les enfants d'aujourd'hui qui n'ont pas cette chance-là, qui n'auront pas cette chance-là. Nous, on a eu une bonne éducation. Nous, on a été enseignés par nos... Pas des mots, l'oralité, les paroles, la manière de prouver. Donc, c'est pas la télévision ou les choses. Non, nous, on ne connaissait pas ça quand on grandissait. Donc, et les réseaux sociaux, on ne connaissait pas. Nos grands-parents nous enseignaient. Moi, je me rappelle, quand on partait là, ma première fois, on me dit... Je ne sais pas comment on appelle ça en français. On dit un coup tonvodon. On veut te montrer, non seulement il faut que tu sois intelligent pour réfléchir que est-ce que ça existe, et être intelligent pour savoir est-ce que c'est normal de partir qu'on te tourne en bourrique dans un village, dans tout un quartier. Tu vois, il dit que tonvo, un coup tonvo, hamum, dovi. Donc, la purge du chien, quoi. Elle te dit, va chez telle voisine, va chez telle personne, prendre la purge du chien. Oui. Est-ce que ça existe, la purge du chien? Non. Si tu es bête, tu vas chez telle personne, elle te dit, ah, j'ai envoyé chez telle est venu prendre. Va chez là. Donc, si tu n'es pas intelligent, on va te faire contourner tout un village. Pour quelque chose qui n'existe pas. Oui, il faut réfléchir un moment. Est-ce que ça existe? Pourquoi on me fait tourner? Donc, c'était beaucoup d'enseignements. Merci d'être là. Merci d'être là. Je suis ravie de vous recevoir. Juste à ma droite, j'ai madame... alors, madame Ekoto Barbara, épouse Njimo. C'est très bien dit. Parce qu'on existe avant d'être des mariés. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coach matrimonial? Oui, je suis coach et je suis également auteur d'un livre intitulé « Guérir de mes blessures du passé ». Parce qu'à la fois, j'accompagne les familles, mais je suis très spécialisée dans la santé émotionnelle. Beaucoup de gens souffrent de ça. On a des suicides au Cameroun à cause de ça. Et on a beaucoup de souffrances que les femmes vivent parce qu'elles sont atteintes
par une blessure émotionnelle. Donc je travaille beaucoup dans ce sens-là avec les dames. Et sur le rebord, je suis quand même entrepreneur, j'ai 3 entreprises. Oh, et il faut dire que les femmes elles cherchent les hommes qui ont de l'argent, les hommes qui sont beaux, mais elles ne se soucient pas de la santé mentale de l'homme qu'elles cherchent. C'est important? C'est extrêmement important. Et je pense qu'on va le voir tout le long de cette émission. Ne quittez pas, ne partez pas, parce que ça va être vraiment important de descendre dans les méandres de ces relations-là pour voir, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que dans le choix, finalement, je dois m'aventurer juste en disant ben, c'est un homme, il a de l'argent, c'est beau, etc. Ou alors il y a quand même des petits détails qui doivent être comme des feux rouges et attirer notre attention. Merci d'être là, madame. Alors, on n'a pas voulu faire une émission juste de femmes, de parler de violence avec les femmes. On a invité un homme pour que lui aussi, il vienne, j'allais dire défendre les hommes, s'ils sont défendables. J'ai invité monsieur Chamalonier Bertin, bonsoir. Bonsoir Rémine et bonsoir à vos milliers de téléspectateurs. C'est un plaisir d'être entre copines et je vous remercie déjà. Exceptionnellement, vous avez pris l'initiative d'inviter un homme sur le plateau. Je ne suis pas là pour défendre les hommes, comme vous l'avez dit, mais toutefois pour permettre à chaque téléspectateur de partir avec une idée en réalité sur le thème principal. On ne défend personne ici, ce n'est pas un tribunal, tout au contraire. Nous devons prôner bien sûr des valeurs éthiques et morales pour permettre à chaque Camerounais de pouvoir vivre aisément. Ah, vous l'avez compris, les communicateurs, si je ne fais pas attention, ce soir ça va être compliqué avec lui. Il est communicateur et il travaille à UG, je peux le dire parce que ce sont nos partenaires. Ah oui, bien sûr. Je peux le dire, mais je ne vous demande pas de vous étendre dessus. Non, je suis le responsable communication et marketing de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, une université courante comme c'est très bien. Monsieur, non. Je vous ai dit, c'est moi qui le dis, vous ne le dites pas. Vous êtes nos partenaires, je voulais vous faire une fleur, à votre établissement. Merci d'être là. Un bonsoir à tous les étudiants de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée qui nous regardent maintenant. Merci d'être là. Merci. Alors, Madame Djimo, alors je vous appelais Madame Djimo, c'est mieux, hein, parce que vous avez quand même porté le nom de quelqu'un, il est important qu'on le respecte. Qu'on le respecte. Ça fait 18 ans quand même qu'on le respecte. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que la violence conjugale? Alors, la violence conjugale peut être interprétée de plusieurs façons. Mais la violence conjugale, généralement, elle est considérée comme un ensemble de comportements qu'on a et ce sont des comportements répétitifs, il faut le dire. Parce que pour parler de violence conjugale, il faut qu'il y ait une répétitivité d'une action. Un ensemble de comportements répétitifs et qui visent à influencer, à contrôler le partenaire d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez contre la volonté de quelqu'un et que vous utilisez toute espèce de comportement pour amener la personne à faire votre volonté dans un souci de contrôle, etc., vous êtes en train d'avoir une violence vis-à-vis de cette personne. Et il faut dire que ça peut se manifester par de la maltraitance, par des bastonnades, par de la violence. Je comptais vous poser la question avant qu'on en arrive à la manifestation. Combien de types de violences peut-on énumérer? Peut-être pas toutes, mais les plus courantes. Les plus courantes, j'aimerais vraiment qu'on parle déjà de la violence physique. Ça, d'entame, je le dis, pour moi, un homme qui est violent physiquement, j'ai du mal à le respecter. J'ai beaucoup de mal à le respecter parce qu'il y a un échec quelque part. Pour moi, il a échoué quelque part et il se retrouve en train d'être violent. Donc il y a la violence physique qui se manifeste par toute espèce de coups et blessures qui sont infligés à la personne de son conjoint. Ensuite, on a des violences sexuelles, qu'on sépare vraiment des violences physiques, parce que là encore, c'est avoir des rapports sexuels contre la volonté, que ce soit... Sans consentement. Exactement. Alors, je viens à votre suite pour dire que le consentement est l'élément fondamental dans le rapport sexuel. Exactement. À partir du moment où votre partenaire ou toute autre personne n'est pas consentante, il y a une violence. Et ça, vous devez tenir compte de la personne qui est en face. Donc, il y a les violences sexuelles qui se manifestent de plusieurs façons. Il y a même des types de sexualité qui ne sont pas agréés par les partenaires. Et puis, il y a un forcing qui se passe. Là également, ce sont des violences dites sexuelles. Et puis, on a des violences psychologiques qui sont également très, très importantes. Est-ce que ce ne sont pas les plus graves? Parce que dans vos classifications, vous ne les avez pas prises en priorité. Est-ce qu'elles ne sont pas plus graves, celles-là? Toutes ces violences sont quand même assez difficiles. La violence psychologique peut entraîner des maladies et la mort. Oui.
La violence psychologique, je vous dis, l'OMS a mis un point d'honneur dessus pendant 5 ans parce qu'ils se sont rendus compte que la santé mentale était en train de tomber en décrépitude. Et dans le monde entier, ils en ont appelé à tous les ministres de la Santé et autres, en tout cas à tous les gouvernements, de mettre un accent sur la santé mentale. Il faut dire que les violences psychologiques sont très graves parce qu'elles détruisent quelqu'un de l'intérieur. Sournoisement. Très sournoisement. Ouais. Et parfois, sous d'autres, on rigole avec vous, on vous fait des insultes masquées avec votre jolie grosse tête. Vous voyez? Et des choses comme ça, on détruit petit à petit votre personnalité sur le chemin. Et après, vous vous perdez, vous ne savez plus qui vous êtes. Complètement. Vous disparaissez. Et la personne de Dovi Kendo qui était là, on ne sait plus où elle est. Oui. Et finalement, elle peut rentrer dans d'autres types de problèmes et finir par perdre la vie parce qu'elle se suicide ou bien... Donc, c'est également très important, ce type de violence-là, qu'il ne faut pas négliger. Alors, il y a encore plusieurs types de violences, comme le fait de ne pas donner à manger ou alors de ne pas s'occuper de quelqu'un quand on a la possibilité de le faire. On est dans la maison, sous sa charge. Vous avez quelqu'un, vous avez des enfants sous votre charge et vous ne les nourrissez pas. Là, c'est une sorte de violence qu'on ne dit pas à haute voix, mais qui est également une grosse violence. D'accord, on va s'en tenir à celle-là d'abord, c'est le plus courante. Alors, Dovi, qu'est-ce qui peut causer la violence dans un couple? Qu'est-ce qui peut amener à la violence dans un couple? Moi, j'observe, moi j'ai toujours été... Il y a aussi, je ne veux pas trouver une raison, mais je pense que nous aussi, les femmes, nous sommes cause, nous cherchons. Parce que il y a un phénomène, on dit, nous copions ce que nous n'avons pas, ce qui n'est pas de nôtre, que nous avons. Nous copions plus ailleurs que ce qui est dans notre culture. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit que je suis une féministe, mais pas une féministe pas comme tous les autres. Je lutte contre les féministes. Parce que moi, quand je dis je suis, tu ne peux pas dire que tu es féministe. C'est l'homme qui te paye le loyer. C'est l'homme qui dépense tout. C'est l'homme qui fait tout. Et tu manques de respect à cet homme. Il y a déjà ça. Quand tu es une femme, tu acceptes d'être avec un homme. Donne-lui d'abord sa place d'homme. Donne-lui cette place de l'homme. Parce qu'après, nous n'ignorons pas que l'homme est d'abord le chef. Donnons la place de l'homme. Maintenant, l'homme ne doit pas profiter parce que nous confondons aussi dans la Bible, on confond aussi la soumission. La soumission de la Bible, que les gens utilisent de la Bible n'est pas que la femme doit se coucher par terre et tout avaler de l'homme. La soumission, c'est que la femme doit respecter son mari. La femme doit amener à chercher à comprendre son mari, pas le combat. Tu sors, tu dis, ta copine te dit, ah mon mari, il ne me parle pas. Toi, bête que tu sois, toi, tu peux aussi copier. Ailleurs, dans d'autres cultures, ils le font parce que ils ont déjà traversé ça. Ils ont traversé ça des siècles. Les femmes sont autonomes ailleurs. Hein, les femmes sont autonomes ailleurs. Elles ont leur salaire, elles gagnent leur vie. Elles ont été élevées comme ça. Mais avant ça, elles ont travaillé. Mais nous sommes là. Nous n'arrivons même pas déjà. Je ne veux pas partir des classes des femmes qui gagnent de l'argent. Je passe sur la terre à terre, là. Les femmes qui se débrouillent. Bah, toi, tu ne peux pas être là. Tu vends ton pain haricot au quartier. Tu veux faire la concurrence avec l'homme. Tu dis que non, moi, je gagne ma vie. Ce n'est pas l'homme qui me dit ceci. Oui, tu gagnes ta vie parce que tu as tes 500 francs. Hein, tu as tes 500 francs. Mais réfléchis. Donne-lui sa place. Alors, ce que j'entends par ce que vous dites, c'est que la violence peut naître du manque de respect de la femme. Il y a aussi ça. Oui. Il y a aussi ça. Mais l'homme et les hommes aussi influencés parce qu'ils veulent le moi, l'homme. Oui. Hein, le moi, je suis l'homme. Je suis obligé de t'écraser. C'est pour ça qu'elle dit que l'homme ne doit pas confondre la soumission de la femme au respect que la femme lui doit. La femme doit respecter son mari. Mais l'homme ne doit pas aussi mater la femme n'importe comment. L'homme doit donner la place de la femme parce que c'est la femme qui connaît tous les problèmes. C'est la femme qui résout tous les problèmes de la maison. Okay. Alors, M. Chamalonier, il faut déjà que l'on dise que la violence n'a pas de place sociale. Elle est dans toutes les strates de la société. Il y a des femmes fortunées qui vivent des violences, qui sont sous emprise. Il y a des femmes encore dans le bas de la société. Vous qui êtes l'homme, de votre position, qu'est-ce que vous pensez qui peut être la cause des violences conjugales?
Avant de répondre à la question, je vais d'abord ajouter quelques éléments sur les différents types de violences que subissent actuellement les femmes. J'apprécie bien ce que Mme Ekoto a essayé de relater tout à l'heure, mais il faut ajouter à ça une vague de violences beaucoup plus récurrente depuis certaines années, avec l'arrivée des réseaux sociaux, la cyber-violence au niveau des femmes, faite aux femmes, parce que à travers les réseaux sociaux, il y a également des femmes qui sont violentées à travers les harcèlements, les injures, etc. Nous voyons souvent, je me demande comment ils font. Une femme qu'on peut décapiter sur les réseaux sociaux en une fraction de seconde, et vous ne pouvez pas imaginer ce qu'elle essaie de subir. Alors maintenant, pour les causes, les véritables causes violence conjugale, de la violence, qu'on reste à celle conjugale. De la violence conjugale. Bon, nous avons deux personnes qui ont décidé d'être ensemble et à un certain moment, ça ne fonctionne véritablement plus. Ça pose problème. Ça peut être l'insubordination de la femme, ça peut être le changement radical de l'homme. Moi, je condamne ça, je précise. Non, je reviens sur votre mot, l'insubordination. Votre mot est suffisamment expressif. Bon, je vais vous expliquer un peu. Moi, On a l'impression, permettez-moi, quand vous dites insubordination, on a l'impression d'avoir deux rapports, le maître et l'esclave. J'ai la chance ici d'être encadré par les femmes avec une certaine maturité indiscutable. J'ai ma soeur qui a fait 18 ans de mariage. Et moi, j'en ai fait 10 avant de me marier officiellement. C'est-à-dire, j'ai d'abord vécu 10 ans avec celle que j'ai épousée. Non, on reste pendant 10 ans. Je sais pas. C'est pas la violence, ça. C'est la violence, et ensuite, moi, je l'épouse. Bon, maintenant, avec l'expérience, ma petite expérience que j'ai dans la vie du couple, les violences naissent véritablement lorsque les deux personnes ne s'entendent plus, lorsque le comportement du départ a radicalement changé, lorsqu'il y a des choses qui entrent dans la relation qui n'existaient pas. Je vais prendre des exemples terre à terre pour permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre. En 2 minutes, oui. Oui, en 2 minutes. Quand vous avez par exemple une femme qui peut sortir et venir aux heures tardives sans que l'homme ne sache en réalité où elle était, pas de programme, ça peut être une source. Quand vous aviez un homme qui ne buvait pas lorsque vous l'aviez épousé et qui désormais passe son temps au bar et revient aux heures tardives et ne s'occupe plus de l'éducation des enfants, ça peut pousser la femme à avoir un comportement radical vis-à-vis de son mari, et là ça peut engendrer des violences. Quand vous avez par exemple un homme qui au départ prenait de la peine, même s'il n'avait pas 5 francs, à justifier par exemple que je n'ai pas rationné aujourd'hui parce qu'il n'en a pas, et présenter par exemple ses revenus dans le but de faire une répartition réelle des dépenses, s'il ne le fait plus, la femme en face doit aussi avoir un courroux, et ça peut engendrer des violences physiques, je pense. Bon, maintenant, si vous avez un homme à la maison et que vous constatez qu'il est véritablement frivole et infidèle, la femme peut décider de ne plus entretenir des rapports sexuels avec son mari. Et là également, ça entraîne une violence sexuelle parce que le monsieur, pour obtenir peut-être ce qu'il en aura besoin, il va forcer. Là, c'est une violence sexuelle. Bon, il y a des multiples causes qui peuvent entraîner véritablement une violence au sein d'une famille. Parce qu'au départ, celui qu'on pensait a changé et ça devient très difficile. C'est là, généralement, nous allons revenir dessus, qu'il faut déjà essayer d'en parler pour faire intervenir des personnes dans la famille. Ma grande sœur, l'artiste internationale Dovid Kendo, connaît bien comment nous on fait à l'Ouest. Quand ça ne va pas, on fait à soi la famille, on parle réellement. On va revenir à comment est-ce qu'on gère les violences conjugales. Alors, madame, moi je veux vous demander, est-ce qu'un partenaire violent n'est pas victime de son éducation? Oui, justement, je vais prendre ce pan. Vous m'avez ouvert vraiment la voie pour aller sur le plan. Tout ça, c'est très, très juste. Et je suis d'accord avec eux sur certains sujets. Il y en a d'autres où je module peut-être un peu. Mais je vais partir à l'origine. Vous voyez, il y a l'OMS qui a fait une étude il y a quelque temps. Et je regardais cette étude avec beaucoup d'attention. C'est qu'on a pris un certain nombre de femmes israéliennes et palestiniennes qui étaient enceintes. Et qui étaient hyper stressées pendant leur grossesse.
Alors, dans ce gros état de stress dans lequel ces dames étaient, elles transmettaient en fait des hormones de stress à leurs enfants sans se rendre compte. Oui. Parce qu'elles étaient dans des stress extrêmes, les enfants récupéraient un certain nombre d'hormones comme le cortisol, etc., l'adrénaline, que les enfants récupèrent en vrac dans le ventre. Et quand ces enfants sont nés, on s'est rendu compte que les quantités d'hormones, si vous voulez, du stress qui étaient chez la mère, c'était les mêmes quantités qui se retrouvaient chez l'enfant. Oui. Et vous imaginez ces enfants qui sont nés avec ces quantités de cortisol, ces enfants ont le développement cognitif qui a été atteint dès déjà le ventre de la mère. Parce que ces hormones jouent sur le développement cognitif. C'est-à-dire qu'il y a des parties du système nerveux qui commencent à être embêtées, qui commencent à mal fonctionner à cause de ce trop plein d'hormones que voilà, les bébés dans le ventre reçoivent. Alors quand le bébé naît, déjà, le stress, ça peut venir de plusieurs choses. Je n'ai pas été désirée, je ne voulais pas de cet enfant, le papa est énervé, même les violences déjà du papa à ce moment de la grossesse, la maman est extrêmement stressée et elle handicape son enfant sans se rendre compte à la naissance. Et ça, c'est vraiment tout ce qui est sensoriel. Parce que l'enfant a comme une couverture sensorielle, il ressent. C'est comme les animaux, parce qu'à ce moment-là, l'enfant ressent tout ce que vous ressentez. Il prend ça comme une éponge et il naît un peu, pas au meilleur de sa forme, si vous voulez. Il a des les petites altérations sur le plan nerveux. Et il y a certains enfants qui vont naître d'ailleurs, qui auront ce qu'on appelle une hyperactivité, ou qui seront très agités, qui auront un certain nombre de comportements que vous ne comprenez pas, mais qui viennent de l'excès de stress que la maman a eu. Alors, quand la maman naît, on quitte du côté sensoriel, on va sur l'affectif. Oui. L'enfant a besoin, pendant tout au moins les premières, disons les 7 premières années, j'extrapole vraiment de sa vie, de recevoir l'amour d'une certaine façon. L'enfant a tellement besoin de tendresse, l'enfant a besoin de se sentir appartenir à une famille, l'enfant a besoin que vous puissiez le regarder dans les yeux, lui sourire, le prendre, lui donner les soins. Ce sont ces petites choses qui ont l'air de rien et qui sont souvent influencées par la pensée que la maman a. Je voulais un garçon, j'ai eu une fille. Et quand elle s'occupe de cet enfant, elle ne s'occupe pas de cet enfant comme il faudrait. Elle n'y met pas du cœur. Et c'est inconscient. Oui. Elle ne se rend pas compte parce qu'elle a dans sa tête, ah oui, mais c'est pas ça, mais c'est mon enfant, je le prends comme ça. Sauf que l'enfant, lui, il ressent ça. L'enfant ressent brusquement ça. Et j'ai une cliente qui, elle est née fille, sa maman lui a dit sans cesse, moi j'aurais aimé avoir un garçon. Elle a commencé à développer des comportements de garçon de façon inconsciente jusqu'au CE2. Et quand elle s'est rendue compte que ça ne marchait pas, elle a commencé à, elle a lâché au niveau de l'école. Et c'est ce qui se passe, parce que les enfants, à ce moment-là, ils ont besoin de recevoir quelque chose que s'ils ne reçoivent pas, ça crée beaucoup de violence. Et la violence ne se voit pas tout de suite. La violence peut se voir à l'école parce que l'enfant commence à être agité avec ses camarades, mais la violence peut revenir plus tard. Il y a des gènes de violence qui sont dans l'homme, dans la femme, et qui peuvent ressortir plus tard. La différence entre l'homme et la femme, c'est que l'homme parle moins. Il s'exprime moins, donc il intériorise, et la violence est encore plus forte. Ça, ce sont les travaux de Boris Cyrulnik. La violence est encore plus forte chez l'homme, alors que la femme, elle extériorise, elle parle, etc. Et ça fait que les femmes sont moins violentes sur le plan physique. Et donc, le monsieur qui a subi, par exemple, une enfance difficile, ou alors, pendant qu'il grandit, après maintenant, cette première partie d'enfance-là, il est entouré d'une famille où il y a de la violence au quotidien, il récupère cette information. Il récupère dans l'environnement où il se trouve, comment ça se passe, tout le monde, chaque truc à la télé qui passe, on donne une gifle. Oui. Ils grandissent avec ça. Tout l'environnement dans lequel on se trouve, il y a extrêmement de violence. L'enfant naît avec ça. Et ça fait que lorsqu'il devient adolescent, c'est ça qu'il a bâti. Parce qu'il, comment on dit ça, il prend des... Il prend ci et là. Ça, et ça fabrique. En fait, la personne qu'il est, ça fabrique l'être humain qu'il est. Il va reproduire les violences qu'il a vues. Soit il va reproduire, soit il va se dire « je ne serai jamais violent ». Mais il risque fort d'être violent avec sa future épouse quand il va craquer, etc. Et vous allez voir des gens qui ne seront jamais violents. Parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas violents. Un, parce que souvent, ils ont vécu une très belle enfance, ils sont heureux. Quand la femme fait... Ils préfèrent sortir, il dit vraiment cette femme, etc. Ou alors, ils ont vu la violence et ils ont pris l'engagement de ne jamais être violents. Donc, il y a déjà ce côté, comment on dit ça, qui vient de très loin. Ouais. Et les gens aujourd'hui que vous voyez, la plupart d'entre eux sont des gens qui ont un problème de paix, qui étaient absents, qui ont un problème de ceci. Et c'est ça qui justifie. Dans les écoles, vous allez voir de plus en plus, les parents sont absents. Dans l'éducation, l'enfant cherche un câlin. Va là-bas, ne t'approche pas de moi, etc. L'enfant développe un mal-être.
ça peut se manifester par la violence où l'enfant peut commencer à manger des fourmis, commencer à faire des choses, etc., que vous ne comprenez pas. L'enfant peut commencer à faire pipi sur lui, etc. Et au fur et à mesure, malheureusement... Ça veut dire que la violence a un gros problème de manque d'affectif. Hein? Oh oui, bien sûr. Lorsqu'on n'a pas été bien, lorsqu'on a des grosses blessures émotionnelles, il y a des chances on réussisse à être violent dans le futur. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui s'en sortent avec des blessures, qui réussissent à se rétablir, mais il y a également l'environnement. Tout à l'heure, il le disait, on est dans un environnement où il y a extrêmement de violence. Vous l'avez dit tout à l'heure, les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de violence. Vous êtes actrice. Il y a extrêmement de violence dans... Je me dis peut-être que les gens ne se rendent pas compte parce que de plus en plus, les jeunes enfants regardent toutes ces séries-là. Et dans chaque série, il faut d'abord qu'on gifle un peu. Et l'enfant naît avec quelle information? Même les femmes. Oui, s'il m'élève, je lui donne une gifle. Vous voyez, on grandit avec cette violence-là. Quand on est dans les voitures, on s'insulte. Machin, il y a déjà une violence qui se met en place. Et plus les gens souffrent, plus ils ont tendance à se lâcher dans cette violence-là. Comme un peu dans notre pays, plus on va souffrir, si les choses se mettent en place, ça va se calmer. Si les choses continuent à être oppressantes, le taux de violence peut grandir dans notre pays. Alors, Dové, il faut dire qu'il y a des femmes aussi qu'on élève à accepter la violence. C'est-à-dire, je ne vais pas stigmatiser, mais il y a des coins au Cameroun où quand on élève la femme, on lui dit il faut supporter le mariage. Il faut supporter, dans le mariage, on supporte. Est-ce que ça peut aussi entraîner la violence, cette histoire de il faut supporter? Oui, il y a ce côté-là, il faut supporter le mariage. Il faut accepter, c'est ton mari qui cloche un peu. Et de ce côté, moi je dis, il faut avoir la chance. Je reviens, je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas quand on parle de Dieu dans l'éducation. Si tu as une éducation religieuse, parce que quand on te donne, quand tu nais, tu grandis avec, tu acceptes, tu nais dans une famille qui a accepté Jésus comme Seigneur ou Sauveur. Tu es habitué à lire la Bible. Tu connais quand même, tu sais quand même qu'à un moment donné, il y a un frein. Tu sais que dans ta culture par exemple, l'homme ne tape pas sur la femme. Hein? L'homme ne doit pas taper sur la femme. Tu épouses quelqu'un d'autre, tu te maries à quelqu'un qui, dans sa culture, il te tape, il a l'habitude de frapper. Ça commence à créer. Maintenant, il faut que les deux cherchent comment. La femme doit chercher comment esquiver. Et l'homme, mais si l'homme arrive à te battre, c'est dès le premier jour où l'homme te gifle. Tu sens la violence qui est dans la gifle, commence à interpeller. On va revenir sur la première fois. Moi, j'aimerais qu'on fixe d'abord les bases de la violence. Alors, monsieur à côté de moi, est-ce que vous pensez que les gens prennent la peine de se connaître aujourd'hui avant de se mettre ensemble? Est-ce que ce n'est pas aussi le fait que les gens qui se rencontrent aujourd'hui, comme il y a la passion qui est encore là, ils sont pressés de se mettre? Est-ce que ce n'est pas... Le problème ne vient pas de là aussi? Bon, est-ce que les gens prennent la peine à connaître le conjoint ou la conjointe? Moi, j'ai pris la peine de connaître quand même. En faisant le vieux reste. J'ai pris la peine de connaître, mais aussi, connaître, ça ne veut pas parce que la société, l'environnement change des gens. Vous pouvez être un monsieur calme aujourd'hui, et que demain vous avez perdu votre emploi, vous n'avez pas la capacité de pouvoir maîtriser tout, ça vous entraîne dans une sorte de violence et que ça ne tient plus. Alors je vous arrête, si vous permettez. Alors il y a quand même des bases qui sont là. C'est-à-dire que quand on prend le temps de connaître le vis-à-vis, on peut quand même se dire, même si l'homme est changeant, on peut quand même se dire qu'il y a un seuil au-delà duquel il ne peut pas aller. Est-ce que les gens prennent quand même la peine de s'asseoir avant de se marier, de parler de ces choses-là, d'essayer de voir Amine, je vais vous expliquer quelque chose un peu. Je vais vous expliquer quelque chose en tant qu'homme. Et je vais vous permettre de mieux comprendre. Une relation amoureuse est un attachement spontané et désintéressé. Et l'amoureux est un peu comme le bourgeois qui vit dans une crainte permanente de perdre son argent. Quand je suis amoureux de vous, je vis dans une crainte permanente de vous perdre. 80% des violences conjugales au Cameroun essayent de se manifester lorsque l'un est en train de ressentir que je veux perdre l'autre. Et c'est ça en réalité.
Que les gens ne se trompent pas, moi je vous ouvre mon cœur, je suis un homme. La violence s'installe en réalité lorsque l'homme constate. Je ne justifie pas, parce que, et je condamne la violence. Parce que, mais nous sommes là pour chercher en réalité les origines, à comprendre tout ça. L'homme, il a aimé une femme et il sent demain que peut-être la femme veut partir. Vous pouvez même prendre les décès que nous avons eus dans le cadre conjugal. La femme de l'institutrice de l'extrême nord, la dame du lycée bilingue de Ndopassi. Il y en a plusieurs. Mais résulte du fait qu'à un certain moment, l'homme ne tient plus sa femme, il ne ressent plus cet attachement désintéressé, et là, il a tout perdu. Mais la résolution, il le contrôle. La résolution, la solution n'est pas la violence. La solution n'est pas la violence. Permettez-moi de vous arrêter. C'est l'attachement ou c'est le contrôle? Parce que c'est deux choses différentes. Non, l'attachement. Vous ne pouvez pas contrôler un être humain. Non, mais je pense que... Et le mariage n'est pas fait pour contrôler. Le mariage, c'est deux personnes qui ont décidé d'avoir des idées unilatérales, bilatérales, je voudrais dire. C'est-à-dire, ce n'est pas une dictature. Ce n'est pas que je décide de faire ceci. Vous avez un vis-à-vis que vous devez discuter, retrouver les moyens, les solutions pour pouvoir monter un projet. Vous êtes marié et le matin, vous voyez votre homme dit demain, on n'habite plus Bonabéry, on va aller habiter Bonanjo. Là, mais quand même, vous ne devrez pas suivre. Il doit vous donner des explications. À la limite, vous convaincre même à épouser son idée. Et là, vous vous mettez. Mais si vous avez qu'un homme qui dicte tout et il veut vous contrôler, madame, aujourd'hui, on monte ici, bon, non, vous allez perdre le contrôle et la violence doit s'installer. Alors, il faut dire que, à votre suite, dans les causes, il faut dire que la violence naît aussi du manque de communication, parce qu'il y a des hommes qui ne savent pas communiquer du tout. Alors, quand je l'ai dit, je veux demander, est-ce qu'on peut déceler une personnalité violente chez quelqu'un? Ben oui, on peut déceler. Déjà, il faut savoir que un animal blessé attire les prédateurs. Oui. Lorsqu'on est blessé émotionnellement et qu'on va se mettre en couple, on a tendance à attirer des gens qui sont des prédateurs, des bourreaux pour nous. Je veux dire, lorsque une femme, par exemple, dans sa vie, elle n'a pas été suffisamment aimée, elle risque de développer, elle a eu un abandon à un moment de sa vie, un abandon émotionnel surtout, elle risque de développer ce qu'on appelle une dépendance émotionnelle, une dépendance affective si vous voulez. Et cette dépendance-là fait que le jour où, dans toute sa quête pour remplir le vide amoureux qu'elle a, quelqu'un vient lui dire « Ok, tu es une belle femme », elle se donne à corps, elle donne tout ce qu'elle est, parce qu'elle essaie de s'accrocher à cette personne qui lui a donné une goutte d'eau dans son désert affectif. Ce qu'elle n'avait pas auparavant. Ce qu'elle n'avait pas auparavant. Et des gens qui sont ce type de personnes en face, généralement, il y a quelque chose de malsain qui naît. Il y a quelque chose de malsain qui naît, la personne, un sadisme qui naît auprès de la personne qui a une personne comme ça. Au début, il est bien, mais après, il commence à voir comment elle se débat, elle fait tout ce qu'il dit, elle accepte. Tout ce qui, machin, elle se plie, elle perd sa personnalité, elle est là dans le couple. Elle ne vit qu'au travers de lui. On peut la battre, elle ne sortira pas. Elle peut perdre son enfant, perdre ceci, elle est là. Elle ne peut pas partir parce que dans sa tête, elle ne veut plus être abandonnée émotionnellement. Elle a trouvé quelqu'un qui remplit un peu son réservoir. Donc quand vous avez une femme comme ça, la première chose qu'il faut voir, c'est est-ce qu'elle a un minimum confiance en elle. C'est-à-dire qu'une femme qui n'a pas du tout confiance en elle, moi je travaille avec les femmes et ça c'est ma bataille, il faut un minimum. Il faut un minimum de confiance en soi pour pouvoir dire « Ah, ce comportement, je ne veux pas ». À la première gifle, pour pouvoir dire « Non, 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 moi, je ne suis pas pour la violence ». Et puis, on se met ensemble, puis on cause, on arrange les choses. Mais lorsque vous avez des complexes qui sont encouragés par notre environnement, les femmes sont plus des sépières qu'autre chose. Et quand la femme est battue, elle rentre à la maison, elle dit « Mais va rester à la maison ». On la renvoie, etc. Et ça, ce sont des dysfonctionnements de la société. Ça ne devrait pas être comme ça. Un mariage, c'est comme une équipe de football. Vous avez notre équipe du Cameroun qui a tous ces problèmes-là actuellement. Mais cette équipe, il y a un capitaine qui joue avec les autres. On peut prendre une équipe de handball. Non, mais je ne m'intéresse pas. C'est très compliqué ces derniers temps. Je ne m'intéresse pas aux dirigeants. Mais on a une équipe de football, il y a des joueurs, il y a le capitaine. Le capitaine ne tape pas ses joueurs pour pouvoir atteindre son objectif. Vous voyez ce que je dis? Dans un mariage, l'homme est peut-être le capitaine, mais il doit réussir à mener ses joueurs, son épouse, à aller dans l'objectif qu'il a prévu. Et quand un homme ne réussit pas, il faut qu'il aille se former. Moi, je le dis très sincèrement, il faut apprendre. On a grandi avec ce truc, il faut taper la femme. Le nombre de choses que la femme se récupère au passage lorsqu'elle est battue.
vous ne pouvez pas imaginer. Et on rattrape les femmes à chaque fois. Ce sont des dizaines et des dizaines de femmes qu'on essaye de rattraper. Moi, j'ai une femme avec qui j'étais samedi, elle a essayé de se suicider 8 fois dans le foyer. Parce que je ne pouvais pas sortir, etc. Je suis là, mais elle subissait tellement. Donc, non, lorsque quelqu'un vient vers vous, il faut qu'il y ait un minimum de confiance en vous. Si vous estimez que vous n'avez pas assez confiance en vous, il faut retrouver des gens qui peuvent vous aider à avoir un minimum, je ne dis pas d'être arrogant, etc., mais un minimum confiance en vous. Vous devez retrouver votre équilibre. Et les hommes, lorsque vous avez un homme... Je venais ici, avec votre permission, oui. Vous dites que la femme doit avoir confiance en elle. Est-ce qu'un homme violent n'a lui-même pas un problème de confiance en lui? Et les hommes, déjà même la première chose, lorsqu'un homme, pour une petite brutille, lorsque vous êtes dans les fiançailles, il vous tape la table, il casse tout, vous êtes dans les fiançailles. C'est un signe qui doit vous alarmer. Lorsqu'il y a un petit désaccord, il crie, il appelle tout le monde, ce sont des signes qui doivent vous alarmer. Que le sentiment qui bout là ne vous fasse pas croire, l'amour, le sentiment boum là, c'est pour quelques instants. Hein. Vous avez 1 an, 2 ans maxi avec ça. Oui. Après, il faut bâtir l'amour. C'est-à-dire que ça va tenir pendant 2 ans. Mais après, vous devez bâtir l'amour. Et s'il y a ces mauvaises fondations-là, quelqu'un qui... Oui, généralement, les hommes qui tapent, comme on disait tantôt, ce sont des gens qui ont des problèmes, qui ne savent pas faire et qui ont des problèmes souvent affectifs par eux-mêmes. Il y a des gens qui ont des blessures de l'injustice. On a été très dur avec eux, ils deviennent très durs avec la femme. Il y a des gens qui reproduisent simplement les modèles parentaux sans se poser de questions. Je pense qu'on est à un moment où il faut quand même étudier ce que j'ai vu autour de moi et me dire, est-ce que je ne peux pas améliorer ici? Est-ce que je ne peux pas me former un peu? Même sur Internet, il y a plein de choses, beaucoup de ressources qu'on peut trouver, ou alors vous pouvez aller vers d'autres personnes qui peuvent vous aider. Mais lorsque vous avez des premiers signaux de quelqu'un qui manifeste de la violence, qui a tendance à vous pousser n'importe comment, qui a tendance à vous gifler, à vous gronder n'importe comment, ou alors une femme qui a tendance à être trop derrière, elle va laver tous les assiettes, toute la famille, tout, simplement pour avoir un je t'aime, il faut faire attention. Moi, je recommande que toutes les femmes qui nous écoutent et qui sont comme ça, qu'elles reviennent un peu à elles, qu'elles apprennent qui elles sont, parce qu'elles sont des guerrières, sont des belles femmes. Mais là, monsieur, attendez un moment, ça c'est le discours woman power, hein? Ça c'est... Non, mais là, je pose un problème, et parce que nous avons parlé tout à l'heure de l'origine, mais il ne faut pas aussi dire que les origines viennent exclusivement des hommes. Parce non, on ne l'a pas dit. Parce que également... des femmes. Madame Koto, il y a des femmes... c'est pour ça que je vous ai posé la question quand je vous ai demandé quelles peuvent être des causes des violences. Vous avez voulu parler. Parce je vous laisse la latitude de nous dire. Parce que avec... comment une femme peut causer, bon, pas justifier. Il faut déjà dire, disons-le, avant de continuer, toute forme de violence est interdite. La violence conjugale n'est pas seulement physique. On l'a dit. Qu'est-ce qu'une femme peut faire? Quels sont les comportements qu'une femme peut avoir pour que l'homme la violente? Est-ce que vous pouvez nous dire? Non, je veux y arriver. Je veux y arriver en expliquant que ce sont des responsabilités partagées dans le couple. Elle a si bien dit tout à l'heure, quand vous êtes sur la période des fiançailles, il faut discuter véritablement dans le but de pouvoir bâtir une relation qui peut tenir sur 18 ans. Sur 20 ans, sur 40 ans. Et là, ce n'est pas seulement l'homme qui doit travailler son comportement. La femme également doit travailler son comportement. Généralement, nos mamans disent au quartier, une femme qui se respecte ne fait pas ceci, ne fait pas ceci. Quel est l'homme qui peut savoir en réalité que ma femme sort là d'à côté avec un autre homme? Quel est l'homme normal qui peut rester insensible face à une telle violence psychologique infligée par sa femme? Il peut prendre des résolutions que je me retire du mariage, ou tout simplement, il change de comportement. J'ai vu des hommes quitter le foyer conjugal parce qu'ils disent, si je reste là, je peux poser des actes de violence parce que psychologiquement, il ne tient pas. Quand vous avez une épouse à la maison qui le soir est incapable de bien dresser la table, vous avez une épouse qui peut se déplacer sans vous tenir informé. Vous avez une épouse qui peut se déplacer et faire des projets sans vous tenir informé. Il y a des hommes qui quittent des foyers. Ils quittent, ils pas louer un appartement et ils disent, bon, ok madame, chaque fin du mois tu prendras ta ration ici et on reste très... J'ai vu des personnes pareilles. On doit rééduquer
des personnes qui décident de se remettre en couple et qui ont des problèmes pareils? Écoutez. Allons-y. Non, Monsieur Tchaboloni, c'est moi qui dirige ce plateau et je vous prie de respecter cela. On va prendre une première pause. On a invité d'autres personnes au débat. On leur a demandé comment on doit se comporter en face d'un partenaire violent. On les écoute et on se retrouve juste derrière. Je vais prendre ma bouteille d'eau. Déjà, le comportement adopté, le plus préconisé, le plus sûr, c'est de rester calme, de ne pas réagir aux provocations et chercher un terrain d'entente. Ce serait le moyen le plus sûr. Et s'il n'y a pas de moyen d'entente, c'est mieux de prendre un retrait, un recul et laisser chacun un peu réfléchir pour quelques heures ou quelques minutes après pour revenir sur le sujet. Déjà, il faut définir la chose parce que la question pour moi n'est même pas trop de savoir ce qu'il faut faire face à un partenaire violent, mais qu'est-ce qui peut rendre un partenaire violent. Et en ce moment, je dois déjà discerner ce qui a rendu mon partenaire violente, l'aider à remédier à la situation. Donc quand je pense à remédier à la situation, étant enfant de Dieu, je pense d'abord à la prière. Et de l'autre côté aussi, il y a l'aspect psychologique, me remettre moi-même en question. Peut-être c'est une attitude qui peut amener mon partenaire à être violente, que ce soit de façon verbale ou physique. Bon, après aussi, il y a que la relation peut peut-être avoir été mal définie à la base. Ça peut être une relation qui n'était pas déjà bonne. Maintenant, je dois tout remettre en question parce que pour moi, toute relation doit se reposer sur les fondements divins. Et en ce qui vient de Dieu va aussi avec la paix. Bon, je me résume, face à un partenaire violent, qu'est-ce que je fais? J'essaie de voir si je ne suis pas à l'origine de la violence qui est entrée dans le cœur de ma partenaire. J'essaie de voir si je peux prier pour l'amener à être meilleure. Et j'essaie de voir aussi si je peux l'aider même avec le concours des membres de ma famille et de sa famille à remédier à la situation. Face à un partenaire violent, moi je pense que en tant qu'enfant de Dieu, il faut de l'amour. Quand je parle de l'amour, et quand on parle d'abord de partenaire, on parle peut-être d'une union de deux personnes. Alors, si Dieu est au centre de notre union, je pense qu'il est le guide par excellence. Donc, face à un partenaire violent, je pense tout simplement qu'il faut la prière. Il faut prier le Seigneur Tout-Puissant. C'est lui qui règle les problèmes par excellence. Et si la prière ne marche pas, je cherche à savoir si je ne suis pas fautif ou si c'est elle qui est fautive, je cherche à améliorer. Je pense que c'est tout. Face à un partenaire ou une partenaire violent, il faut s'abstenir, il faut se comporter, il faut se contrôler. Parce qu'il y a des gens naturellement violents. Si tu ne t'abstiens pas, tu ne peux pas résoudre le problème. Dans un foyer ou avec un partenaire, si tu n'es pas calme, si tu n'es pas posé, tu dois commettre les gaffes. Parce que face à un partenaire, il faut se maîtriser. Il faut se calmer, sinon tu vas regretter toute ta vie. C'est pour cette raison que dans un couple, quand l'un est violent, il faut l'autre qui est calme pour pouvoir maîtriser la situation. Sinon, ça va être le désastre. Oui, face à un comportement violent, l'attitude adoptée est de prendre un peu de recul et bien observer. Parce que parfois, en acceptant que le partenaire, en marchant dans le rythme du partenaire, on s'emporte et on peut commettre une grave erreur. Alors pour ma part, je pense qu'il faut prendre du recul, et observer pour trouver la solution des deux parties et ensuite mettre ça entre les mains du Seigneur pour qu'à la fin, tout soit résolu. Merci.
Si vous nous rejoignez à l'instant, vous faites très très bien. Vous regardez Entre copines et ce soir, avec mes invités, on parle de violence conjugale. Alors, je demandais, avant qu'on ne parte à la pause, et c'est la même question que j'ai posée à nos compatriotes, comment doit se comporter un partenaire qui constate que l'autre a des signes de violence? Dans le cas où vous êtes une femme, si vous constatez que votre vis-à-vis, votre partenaire est violent, démontre des attitudes de violence, qu'est-ce qu'il faut faire? J'attire son attention. Je commence à dire que, chez nous, on ne connaît pas ça. Je ne t'ai pas épousé, ce n'est pas l'homme que j'ai épousé, à qui je me suis mariée. Tu n'es pas cet homme-là, tu changes déjà. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je commence à lui poser la question, pourquoi il est comme ça? Parce que si tu me tapes, je pleure, tu me frappes, ou un voisin vient me demander, qu'est-ce qui n'a pas? Je dis que non, il m'a pas. Tu commences à cacher, ça fait un problème. Il faut savoir dire que nous étions en train de faire telle chose et il m'a frappé. Il faut qu'on sache déjà que là, il lève déjà la main. Les histoires qu'on dit que le mariage, c'est deux personnes, là, il faut arrêter. Tu vas mourir là-dedans parce qu'on est en train de te taper. Tu dis que non, c'est mon mari, je ne dois pas dire. Il faut dénoncer. Il faut commencer. Premier chiffre, il faut dire que non, je ne connais pas ça. Je ne sais pas si tu me reproches de quelque chose, dis-moi ce que j'ai fait qui ne te plaît pas. Comme ça, je change. Et si vous ne changez pas? Je ne dis pas que la solution, c'est de mais vous pourquoi tu crois que je ne dois pas changer? Pourquoi c'est toi qui crois? Si tu penses déjà que je ne dois pas changer parce que tu as mis dans ta... Parce que tu sais que tu vas augmenter, tu vas continuer à faire ce qui ne me plaît, tu vas me pousser. Je vous relance juste pour permettre d'éclairer... Parce que tu sais que tu vas me pousser à bout pour que je réagisse, pour que tu me frappes. Non, déjà on ne me frappe pas. On ne tape pas les femmes chez nous. Alors, je suis heureuse qu'elle le dise. Je vais sauter d'un cran et puis je vais revenir. Est-ce que le problème, c'est justement pas les femmes qui ne savent pas, qui ne se fixent pas les limites? Mais c'est un peu ce qu'on disait. Il faut que la femme soit suffisamment consciente que la violence conjugale est reprimée par la loi. Et qu'un conjoint, un partenaire violent peut être inquiété. Par nos forces judiciaires et de défense. C'est interdit la violence conjugale. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre plaisir à taper quelqu'un à la mort à chaque fois en vous disant que c'est ma femme. Il faut savoir que lorsque ces deux personnes qui se marient, ce sont des individus à part entière. C'est-à-dire que ce sont des êtres humains. L'homme n'épouse pas son enfant. C'est son enfant qu'on peut corriger. Et si je prends la Bible qu'elle citait tout à l'heure, on dit de corriger l'enfant. Mais nulle part dans la Bible, on ne dit de corriger la femme, son épouse. L'épouse, c'est l'aide de l'homme. Et ils doivent s'asseoir pour ensemble arriver à un objectif. Donc, je confirme et j'affirme, je suis complètement d'accord avec vous, Madame Dovi, c'est dès la base, dès les premiers instants qu'il faut mettre des limites. C'est-à-dire que si vous avez constaté qu'il vous a fait ça, si la femme ne réagit pas, pour revenir à la femme, si la femme ne réagit pas, il va continuer. Et de plus en plus, ça va quitter d'une gifle. Et je vous ai dit tout à l'heure, il y a un sadisme qui naît chez la personne qui est bourreau. Lui-même, il ne se rend pas compte, il commence à prendre... Il y a un sadisme, confiance. Il y a un sadisme qui naît, il commence à taper, il se sent comme un héros, etc. Et ça influe même sur les enfants. Je vous assure, il y a des choses terribles qui se passent dans le corps lorsqu'il y a une bastonnade qui se passe. Non, la femme n'est pas votre enfant. C'est une personne au même titre que vous, un être humain au même titre. Et il faut apprendre les différentes méthodologies pour sortir de là. Donc oui, si vous constatez, la première chose à faire, c'est de mettre en garde. Moi, on ne me tape pas. Disons que la violence, ça ne fait pas partie de mon dictionnaire. Après, je ne sais pas si on peut continuer. Alors, M. Chamalonier, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire à ce sujet. Alors, les hommes, généralement, eux, ils sont victimes de beaucoup de violences psychologiques. C'est-à-dire que les femmes crient, les femmes posent des actes qui... Disons plus les violences verbales. Verbales, oui. C'est pour ça que je voulais préciser ici, parce que je vous le permets, Madame Dovi et Madame Mikoto sont revenues beaucoup plus sur la violence physique dans le foyer conjugal. Mais nous avons également une violence verbale qui peut venir de l'homme comme de la femme. Prenons celle qui vient de la femme. Ah, bon, vous savez, elle a dit dans ses propos introductifs tout à l'heure que, bon, la femme a eu une certaine nature. Souvent, quand elle bavarde trop là, c'est pour se défouler, parce qu'il y a évacuer certaines choses. Elle a eu des trucs dans l'enfance qu'elle essaie d'évacuer. Mais moi, je pense que la violence la plus récurrente, c'est la violence physique. Mais à côté de ça, nous avons la violence verbale également et la violence sexuelle. Bon,
généralement qui est... Je veux revenir avant de vous expliquer. C'est moi qui donne le tempo. Alors, je vous pose la question. Quels sont les types de violences que vous, en tant qu'homme, vous subissez des femmes? Les hommes ne viennent pas parler, s'il vous plaît, les hommes ne viennent pas parler, justement. Quand on a un homme à côté de nous, on veut en profiter. Alors, dites-nous, vous qui êtes l'homme, qu'est-ce que vous reprochez aux femmes? Comment est-ce que les femmes vous violentent? Bon, ça peut être vu d'un côté comme de l'autre. La femme, souvent, c'est la violence verbale. Sur 90%, c'est la violence verbale. Et c'est la raison pour laquelle la majorité, y compris moi, quand vous commencez à faire ça, je n'entends rien. Mais souvent, elles ont raison quand elles bavardent là. Parce qu'il faut aussi reconnaître que quand la femme se met à crier, c'est parce que l'homme a un peu exagéré. Mais vous soufflez le chaud et le froid, finalement, vous, M. Tchamalonier. Finalement, je veux revenir un peu. Je voulais dire quelque chose par rapport Je vous en prie, madame. Je voulais dire, c'est vrai que la violence verbale existe. Elle est très difficile, la violence verbale. Les femmes, elles savent lancer souvent des pics aux hommes. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que si un homme n'a pas le contrôle de soi, il peut sortir de ses gonds et passer à la violence physique. Et c'est là qu'il faut savoir c'est quoi le mariage avant d'entrer là-dedans. D'accord? Il faut savoir que la femme est constituée comment? La femme bavarde. Vous... Permettez, s'il vous plaît. Non, je vous laisse parler. J'essaie juste de c'est quoi? Mais j'ai l'impression... j'ai l'impression que je suis violenté sur ce... Non, pas du tout. Vous ne pouvez pas le dire. Pas du tout. Okay. Non, je ne vais pas vous laisser le dire. Non, c'est juste une parenthèse. Nous vous envoyons des cœurs. Non, mais disons que il faut savoir les codes du mariage en allant se marier. Et à l'époque, nos mamans parlaient beaucoup, c'est-à-dire que la femme allait chez sa belle famille, etc. Il y avait quand même un moment, il y avait un mouvement qui se passait. Aujourd'hui, les femmes c'est mon temps de parole, Amine. Non, c'est elle qui parle. Je suis en train de rebondir. Aujourd'hui, les femmes sont plus enseignées par les réseaux sociaux, la télé, etc. Et dans les réseaux sociaux, la télé, ce qu'elles voient, ce n'est pas forcément le modèle qui était avant. Pas du tout. Et ça, il faut savoir que vous ne pouvez pas jouer les durs. Moi, c'est ma femme, j'ai décidé d'épouser, tant pis pour vous. Il faut rentrer à la base. Il faut rentrer au préalable. Je vais vous prendre un exemple. Lorsqu'une femme a grandi avec une maman seule, très souvent, dans la plupart des cas, la jeune femme manque d'autorité. Elle est autoritaire, elle ne sait pas se soumettre à l'homme, elle ne sait pas. Ça vient d'un environnement où il n'y a pas eu un cadre paternel sur lequel elle pouvait s'abaisser. Oui. Donc quand vous allez, il faut savoir comment ça marche là-bas pour pouvoir dire comment je me comporte en face de ça. Je sais que la femme bavarde, comment je me comporte. Et en plus, pour finir peut-être, quand une femme parle trop, c'est qu'elle a parlé. Puis elle a parlé, puis elle a parlé. Et pour se défendre de vous, elle arrive à vous dire des mots pour avoir aussi mal que ce qu'elle a dans le cœur. Oui. Généralement, c'est quelque chose, elle essaye de compenser la douleur en vous donnant la chose la plus difficile pour que vous ayez aussi mal qu'elle. C'est un peu ce qui se passe dans la tête des femmes à ce moment. Donc, il faut savoir que, écoutez, l'écoute est primordiale dans un couple. Vous ne pouvez pas entrer dans un couple et vous voulez que la femme se comporte comme l'homme. On dit souvent que la femme vient de venir, c'est l'homme de Mars. Vous êtes des personnes différentes. Même le cerveau est fait différemment. Vous voyez, l'homme est unitâche, l'homme est sur les grandes choses, la femme est multitâche, elle est sur les petites choses, les petits détails. Vous êtes fabriqués différemment. Et si l'homme attend que la femme se comporte comme il veut, il va avoir tendance à utiliser toute sa force pour le faire. Mais la femme, elle est fabriquée différemment. Donc il faut savoir ces choses avant d'aller se marier, d'accord? Alors, si vous permettez, on va refaire une autre émission pour... on n'aura pas terminé. Donnez-moi une seconde, je vous donne la parole, M. Tchamalonier, s'il vous plaît. On a quelques minutes, juste en 2 minutes. Oui. Et le problème avec vous, c'est que vous ne répondez pas à la question, vous revenez sur des choses que vous avez déjà dites. Bon, je veux redire ceci sur les violences que les hommes subissent régulièrement. Oui. J'ai parlé de la violence verbale, mais également, nous, les hommes, nous devons savoir, dans le but de pouvoir instaurer l'harmonie et la paix dans le couple. Je veux vous redire ce que ma mère m'a dit quand je partais me marier. J'étais en train de prendre la marche pour l'église. Elle m'a dit ceci: comme tu choisis cette femme-là, il faut savoir qu'elle est comme une mère poule. Le jour où elle va te faire des œufs, il faut manger. Le jour où elle va te faire des caca, il faut laver, parfumer et continuer ta route. Parce que ceux qui nous écoutent doivent savoir que la vie de couple n'est pas facile, mais ce qui doit tenir en réalité la vie de couple debout, c'est le dialogue. Discuter,
pas devant les enfants. J'ai dit à mon épouse, tu peux crier sur moi comme tu veux, mais dans la chambre. Mes enfants ne doivent pas être au courant du moindre détail. Et Dieu merci jusqu'aujourd'hui, mais ma fille ne sait pas si papa et maman se discutent. C'est aussi ça. Il y aura toujours des problèmes dans des couples, il y aura des divergences. Mais jamais, n'allez pas jusqu'au niveau de la violence, ni verbale, ni physique. Retranchez-vous dans la chambre, discutez ensemble. Si c'est difficile, priez. Mais surtout, l'homme doit comprendre que la femme est faite ainsi et il doit essayer de pardonner. Alors, mesdames, messieurs, on n'a pas terminé l'émission, vraiment pas terminé. Monsieur Tchamaloni est allé aux solutions alors qu'on n'en était pas encore là. Avec votre permission, on va refaire le plateau la semaine prochaine, s'il vous plaît, si vous pouvez trouver chacun une petite heure pour qu'on... La semaine prochaine, c'est le 45. C'est le 20, vendredi de la semaine prochaine, c'est le 20. Le 20. Le 20, oui, parce que oui, si c'est le 20, ça va passer. C'est le 20, je vais venir dessus. C'est le 20, je voudrais qu'on fasse une autre émission dessus parce qu'on n'a même pas encore commencé cette histoire de violence. On ne l'a pas encore commencé. Alors, Dovi, je sais qu'on a perdu Mamiton, qui est l'une des actrices, qui était l'une des actrices les plus en vue. Et le cinéma camerounais la pleure. J'espère que vous, les comédiens et les artistes, vous aurez l'occasion, à cette occasion-là, malheureusement malheureuse, de nous montrer comment vous pouvez être solidaire. On dit souvent que vous avancez en ligne dispersée. Oui, parfois, il y a des mots qui peuvent nous interpeller. Oui. Il y a des styles de mots vraiment, comme la mort de Mamie Tonsi. Il n'y a pas que sa mort, il y a eu plusieurs, mais il faut qu'on arrive à un moment donné à se poser des questions. Oui. À se poser des questions, c'est quoi la vie? Ça sert à quoi de se disputer? Ça sert à quoi de détester l'autre, de haïr l'autre? Tu es avec quelqu'un, demain la personne n'y est plus. Oui. Unissons-nous. Apprenons à partager entre nous. Ta place ne peut pas être ma place. Comme Mamie Ton est partie là, elle part avec tout son talent. Donc son talent là n'ira jamais. Donc quelqu'un ne peut pas faire comme Mamie Ton. Elle était unique dans son genre. Donc arrêtons des querelles et unissons nos travaux. Nous sommes là pour un travail. On défend un métier. Continuons à défendre ce métier. Très bien. Je vous souhaite du courage dans la préparation de ces obsèques. Merci. J'espère que ça va se passer au mieux. Merci, M. Tchamaloni, d'être venu. J'espère que la semaine prochaine, vous allez me laisser assez de temps. On verra ça. Merci, Madame Dimo, d'être venue. La semaine prochaine, on va se retrouver. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette première partie sur les violences conjugales. Retrouvons-nous la semaine prochaine avec le même plaisir, s'il plaît à Dieu. Au revoir.